Le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, j'appelle ma mère, je lui dis « Maman, je suis sur la place de la Bourse, je sors de la chambre de commerce, je viens de créer mon auto-entreprise. » Tous les entrepreneurs qui ont du succès le disent, c'est focus-toi sur un domaine et après quand tu seras successful dans celui-là, après tu peux te permettre de diversifier. Au début, tu fais quelques bons résultats en crypto et tu dis ça y est, je sais tout trader. Du coup, je vais trader des actions, je vais trader du forex, je vais trader des futurs, je vais trader tout et n'importe quoi. Et je pense que la spécialisation, c'est vraiment quelque chose de très positif. Le trading, c'est une compétence que tu peux garder à vie. Tu sais faire de l'argent avec de l'argent depuis n'importe où avec internet, un ordinateur, téléphone. Ouais. Sur les cryptos, par cycle, moi je vise 10x. Je mets 1000, je veux récupérer 10 000. Je mets 100 000, je veux récupérer 1 million. Yes, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Oasis. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec un invité de marque. Salut Hugo, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, nickel la forme. Alex, tu vas bien aussi? Très bien, ma foi, merci. Bon bah écoutez les amis, aujourd'hui on va pouvoir justement rentrer un petit peu dans les recoins et démystifier un petit peu le monde du trading. Hugo, je te laisse peut-être te présenter un petit peu dans un premier temps, nous expliquer ce que tu fais dans la vie. Ton parcours, le storytelling en détail. Vas-y. Les détails croustillants. On va pas faire du storytelling en mode marketing, je vais juste me présenter tranquillement. Salut les gars. Moi j'ai commencé en fait à bosser et à comprendre que je voulais être indépendant quand j'avais 16 ans. Mon père il est arrivé du Liban après la guerre et il avait rien du tout. Et il m'a dit, t'as 16 ans, tu vas bosser. Donc vu que j'étais à Bordeaux, je pensais que j'allais faire les vignes, mais ça me faisait pas trop rêver. Et du coup, j'ai commencé à vendre des beignets sur la plage. Donc j'ai appris à faire des rimes, des chansons, à attirer l'attention et tout. Et grâce à ce job d'été, en fait, j'ai rencontré des mecs qui bossaient 6 mois à Lacanau et qui voyageaient 6 mois à Bali, en Thaïlande, etc. Ça m'a donné envie et petit à petit, j'ai développé ça tous les étés. J'avais des vendeurs de beignets sur plein de plages. J'ai eu, ensuite, on a monté une boîte qui s'appelait Monsieur Ice Cream, sur laquelle on vendait des glaces, des boissons, des chouchous, des cafés, des beignets et tout sur la plage. Ça a marché et là, j'ai compris que je voulais vraiment faire du business. J'ai monté un restaurant, une pizzeria qui a cartonné. J'ai monté une agence immobilière. Je me suis mis aux cryptos. Et de fil en aiguille, en fait, des cryptos, j'ai fait du bénéfice en 2017. Ça m'a vraiment trop chauffé. Et je me suis dit, ça y est, je suis trader. Tu vois. Alors, ça y est, en 3 mois, j'ai pris 30 000 balles de bénéf. Je suis trader. J'ai fait les bêtises que tout le monde fait. J'ai perdu la moitié du bénéf. Et après, je me suis dit, OK, je vais me former. Et c'est de là a commencé mon parcours dans le trading. Aujourd'hui, je trade principalement le forex, les futures, des fois les indices. Et pendant les cycles haussiers, bien sûr, j'achète des cryptos parce que ça offre des pourcentages de gains qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vise en trading. Et du coup, je suis à Bali et j'en profite et je réinvestis dans l'immobilier. Et voilà. Ok. Donc maintenant, trading, IMO, crypto, en partie. Et du coup, donc, là, tu nous as dit, donc tu as commencé, tu vendais des beignets sur la plage. À la pomme pour les bonhommes, au Nutella pour les nanas. Ah ouais, d'accord. Sous choco pour de beaux abdos, Nutella pour de jolis bras. Ça, c'est des trucs, ça, c'est des mantras en fait. Non, mais j'avais des mantras comme ça où je rentrais sur la plage, je disais, et ça y est, je disais ces phrases-là et je rentrais dans le personnage. Ah oui, je vois. Et même aujourd'hui, tu vois, des fois quand je suis un peu slow, on est à Bali, il fait chaud, il fait lourd, t'as pas trop. Et bien, je me remets ces mantras et ça me met dans l'énergie en mode let's go, tu vois. Tu ne dois pas le faire ici là? Ça y est, c'est fait. Ah non, vendre sur la plage, non. C'est un autre business. Et du coup, tu as commencé par les business physiques, etc. Tu en as toujours à l'heure actuelle là? J'ai des appartements en France, une villa ici, business physique. Actuellement, j'en ai pas, mais je suis en train de voir pour monter en Indonésie, dans un premier temps, un service d'ongles, cils, etc. pour les femmes. Et petit à petit, peut-être monter une franchise. Mais c'est encore au tout début. Voilà, donc ça, c'est un projet side. Et clairement, une fois que tu goûtes au business en ligne... il y a très peu de business physique qui apporte assez de rentabilité pour que ça vaille le coup. Par contre, l'avantage du business physique, c'est que potentiellement, tu vas pouvoir lever des fonds plus facilement. Il y a beaucoup de mecs qui font des infoproduits, etc. C'est une chose. Mais par contre, aller lever des fonds pour ce style de business en ligne, c'est compliqué. Alors qu'une fois que tu as une entreprise avec des business physiques qui ont des bilans qui sont propres, des comptes de résultats qui sont propres, ça peut attirer des investisseurs. Et la scalabilité aussi, elle est intéressante. Niveau business en ligne, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de business qui gagnent énormément par période. Et après, tu vas avoir des périodes de 1 an, 2 ans où il y a plus de concurrence et où le chiffre d'affaires chute drastiquement. Du coup, il faut avoir d'autres compétences
liés à ton business en ligne qui te permettent de développer encore tes sources de revenus sans jamais tomber dans ce bear market, dans cette correction du business en ligne. Ouais. Ok. C'est vrai que c'est un moyen de diversification aussi, hein, Ouais. quelque part. Ouais. Et c'est à quel âge que tu as monté ta première boîte? Parce que tu as commencé à travailler à 16 ans, ta Ouais. première boîte. Alors, pizzeria. 16 ans, j'étais employé, mais j'étais payé à la com. D'accord. 17 ans, parce que c'est les ventes sur les plages. Donc, Ouais. tu t'es déclaré pas beaucoup, Ouais. et c'est à la com, Bien et c'est un peu c'est à l'arrache, tu vois. Ouais. 18 ans, je me mets à mon compte. Le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, j'appelle ma mère, je lui dis: maman, je suis sur la place de la Bourse, je sors de la chambre de commerce, je viens de créer mon auto-entreprise. Voilà, c'était le jour de mes 18 ans parce que en fait, je savais déjà combien je pouvais gagner en faisant ça. Ça faisait 2 ans que tous les étés je le faisais, c'était intéressant, je savais combien mon patron il prenait sur mon dos. Donc j'ai dit: vas-y, 18 ans, let's go. L'été prochain, je suis à mon compte, j'ai mes potes qui bossent avec moi, tu vois, sur d'autres plages, Lacano, Carcan, Ourtin, Montalivet, les lacs. Et en fait, là, j'ai fait une première erreur dans mon expérience d'entrepreneur, c'est de vouloir diversifier à foison alors que la concentration de clients, elle était sur Lacano. Mais moi, je me disais, je vais m'étendre et je vais aller sur plein de plages qui sont autour. Mais en fait, c'était des petites plages. Et l'investissement nécessaire pour envoyer les vendeurs sur ces plages-là, pour gérer la logistique, etc., par rapport à ce que Lacano rapportait, c'était nul. Et du coup, cette année-là, c'est la seule année où j'ai été vraiment genre ric-rac. C'est-à-dire qu'à force de vouloir me développer, j'ai pas gagné d'argent. D'accord. Ouais. Et après, je suis revenu sur Lacano. Et là, au lieu de vouloir faire toutes les plages, j'ai fait focus Lacano et glace, boisson, etc. Et c'est une leçon qui m'a permis aussi par la suite, maintenant en ligne, tu vois, par exemple, je pourrais monter genre 15 produits différents. Mais en fait, j'en ai un, je me concentre là-dessus et genre focus à 100%. Une bonne leçon dès le plus jeune âge parce que tu as pris un risque. Ouais. Le fameux syndrome de l'objet brillant, c'est vrai que c'est une bonne leçon parce que on peut tenter à chaque fois de vouloir aller faire des trucs à droite, à gauche, surfer sur les trends, sur les tendances, etc. Et c'est vrai que ça, tous les entrepreneurs qui ont du succès le disent, c'est focus-toi sur un domaine et après, quand tu seras successful dans celui-là ou que tu auras atteint un certain niveau de succès, après, tu peux te permettre de diversifier, mais si tu commences à tout faire en même temps, tu l'as vu toi quand tu as changé de plage à Lacano, etc., bah, tu as divisé ton énergie, donc du coup divisé tes résultats. Donc très bonne leçon. Ouais. Et ça, alors le syndrome de l'objet brillant, ça existe aussi, mais en fait là, c'était même pas ça parce que c'était pas un nouveau business ou quoi, c'était juste faire grossir ce business-là. Alors que il faut toujours se demander, ok, la croissance, oui, mais à quel prix? C'est-à-dire que même dans un business en ligne ou dans d'autres business, tu vas pouvoir développer ton entreprise, mais ça va te demander plus de staff, ça va te demander plus de SAV. Si tu commences à chiffrer beaucoup plus, ça va t'amener d'autres styles de problèmes avec tes parties prenantes, comptables, avocats, etc., qui peut-être vont être moins bien intentionnés parce qu'ils vont voir que tu gagnes plus, donc ils vont vouloir gratter plus sur ce que tu prends, sans forcément amener plus de valeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes mes expériences, que ce soit vente de beignets, pizzeria, ce que j'ai voulu faire, c'est toujours me différencier de la concurrence. Et c'est ça la base, je pense, dans le business, c'est faire les choses différemment, mieux. Et que ce soit de la vente sur les plages ou un fonds d'investissement, en fait, c'est la même chose. Tu dois faire mieux que la concurrence. Et les leçons, tu les prends sur les plus petits business. Demain, tu lances un petit dropshipping. C'est pas un petit dropshipping, en fait. C'est une leçon pour tes prochains business et ça va t'aider énormément. Moi, les erreurs que j'ai fait en trading aussi, c'est lié, tu vois. C'est au début, tu fais quelques bons résultats en crypto et tu dis, bah, ça y est, je sais tout trader. Du coup, je vais trader des actions, je vais trader du forex, je vais trader des futurs, je vais trader, tu vois, tout et n'importe quoi. Et je pense que la spécialisation, c'est vraiment quelque chose de très positif. On voit tout le monde, les millionnaires ont 7 sources de revenus possibles, mais en combien de temps, tu vois? Ouais, c'est ça qu'on... C'est ça. Intéressant. Déjà, on voit que tu as le mindset et même la personnalité, très cartésien. Tu as quelque chose de... Enfin, tu sais ce que tu veux. Tu vas vraiment chercher à te différencier, à pas juste faire un truc au hasard. Quand tu fais un truc, tu le fais vraiment pour que ça crée une différence, quoi. On le sent, en fait. Ouais, puis surtout, je fais des trucs que j'aime, en fait. Et après, je crois, entre guillemets, au destin. C'est-à-dire que moi, de base, il n'y avait rien qui me prédestinait à me mettre au trading. Je fais pas du trading Dubaï, Ferrari, copy trading, algo. Je fais du vrai trading. Voilà, y a pas de... C'est pas mon style de flex sur les réseaux et tout. Et rien ne me prédisposait à ça. J'étais plutôt prédisposé à faire des grandes études. C'est-à-dire que j'ai fait le master achats internationaux à Kedge. Quand je l'ai fait, c'était le 2e au monde après celui du MIT. Parce que j'avais mes business saisonniers l'été. Et le reste de l'année, j'étais en études. Et tous mes potes, ils bossent pour LVMH, ils bossent pour des grandes marques comme ça, Lacoste, etc., en tant qu'acheteurs internationaux. Et en fait,
j'ai terminé mon Master 1 et j'ai dit non, mais ça sert à rien, j'ai mes business, j'ai pas envie d'avoir la vie qu'ils vont avoir, même si peut-être qu'en tant que salarié, au début, je gagnerais plus qu'avec mes petits business. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, vas-y, mais let's go à 100%, t'as pas besoin de terminer ton Master 2, ta deuxième année. Et j'ai dit, je pars. À cette époque-là, j'avais la pizzeria. Donc la pizzeria, c'est pareil. On est allé se former avec le champion de France de pizza. Et on est allé à Rome s'inspirer, prendre les fournisseurs, les marques de farine et tout. Il y avait 90 restaurants à l'époque à Lacanau. En 2 mois, on était premier sur 90 sur TripAdvisor. Wow. Ok, donc déjà cette détermination juste faire les choses bien. Ouais, tu vois, bien sûr. j'ai un projet immobilier là à Bali, une rénovation à Uluwatu. Et j'ai un pote, il me disait, mais non, tu devrais jamais investir autant dans la réno. Mais en fait, si. Parce que ce que j'ai appris justement avec ces business-là, c'est que si tu coupes les investissements pour faire des économies, tu vois, de bout de chandelle, c'est ça qui te coûte cher. Mets le prix. Fais les choses bien, mets le prix. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu pourras toujours faire quelque chose rebondir parce que tu auras fait un beau projet. Et les gens qui voient comment tu bosses, même si tu bosses pas avec eux sur ce projet, à l'avenir, ça va les intéresser de bosser avec toi parce qu'ils savent que quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Ouais. Et il y a une chose aussi que du coup je vois, c'est que tu as troqué une vie facile, entre guillemets, toute faite avec les études, un bon poste, etc., pour plus de risques, mais plus de liberté surtout. Ça, c'est une notion qui est importante pour toi, du coup. Alors après, est-ce que être employé 4 sup, est-ce que c'est facile ? Pas forcément. Pour moi, c'est moins facile que la vie. Choisis tes difficultés. En fait, tout dépend vraiment de la vision que tu te fais des choses. Si demain, tu te dis, moi par exemple, pendant très longtemps, je me suis dit, j'aime pas créer du contenu, ça me saoule. Et du coup, j'en faisais pas. Le jour où je me suis dit, non, mais en fait, ça peut être fun, d'un coup, je me suis mis à en faire un peu plus. Tu vois. La perception, elle a changé. La perception. J'aime bien, tu sais, je vis à Bali, donc tout ce qui est énergie et compagnie, ça me parle. Le livre Transurfing de Vadim Zeland, pour moi, c'est une masterclass. Tu vois, genre, c'est vraiment la manière de voir le monde, la manière de maîtriser ses pensées. Ça, c'est des choses qui, pour moi, sont primordiales si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que tu vas avoir des périodes, que ce soit entrepreneuriat, trading, tu vas avoir des périodes compliquées, surtout dans le trading. Dans le trading, il y a des mois, des trimestres pendant lesquels tu perds de l'argent. Et le but, c'est de rester positif, de ne pas dévier de ton plan pour réussir à, quand ça va recommencer à prendre dans ton sens, prendre plus que ce que tu as perdu sur le trimestre en négatif. Et ça, c'est... Je vois énormément de personnes qui, sur le bear market, par exemple en crypto, vu que vous faites des cryptos, je vais faire des petits parallèles avec la crypto, ils paniquent, ils se mettent à acheter tout et n'importe quoi, à vendre, à racheter, etc. Non, reste calme. Et une fois que tu touches certains seuils que tu t'es fixé à l'avance, là, tu peux envoyer, tu vois. Mais les cryptos sans effet de levier, tu fais pas des trucs de malade, en fait. Tu fais des trucs simples que tu sais, quand ça repart dans ton sens, tu vas prendre gros. Tu vois, c'est vrai que c'est intéressant peut-être de faire le parallèle pour les gens, on va dire l'image globale d'un trader, c'est un mec qui a 15 000 écrans devant lui, qui est tout le temps soit au téléphone ou soit, enfin bref, qui est overbooké à Wall Street, etc. Ça part dans tous les sens à la Wall Street, Est-ce que peut-être tu peux nous donner peut-être toi ta vision en tant que trader peut-être particulier, parce que là on met souvent cette image de trader de banque ou de choses comme ça. Mais est-ce que tu peux partager peut-être toi ton quotidien, comment ça se passe en backstage de ton côté peut-être? Alors avant de parler de mon quotidien, je vais parler de l'industrie en général. Alors, l'écosystème du trading, il faut savoir que tu as des fonds d'investissement, tu as des banques centrales, tu as des particuliers, nous on n'est rien du tout. Sur le marché, on représente absolument rien. Et tu as énormément de techniques de trading, d'analyse technique, etc. qui sont poussées, qui sont mises en avant par les brokers parce qu'ils ont un intérêt. C'est-à-dire qu'eux, ils vont récupérer des frais de courtage. Le plus tu vas prendre de position, le plus eux vont faire du bénéfice. Et du coup, il faut comprendre cet écosystème et l'outsmart, c'est-à-dire être plus malin que ce système-là. Le scalping, prendre 15 positions par jour, il y en a qui y arrivent, mais en fait, aujourd'hui, tu te bats contre des algorithmes qui ont coûté des centaines de milliers, voire des millions d'euros à développer. Tu te bats contre les mecs avec les cerveaux les plus développés au monde. Donc, est-ce que c'est vraiment le meilleur pari de se dire je vais prendre 15 trades par jour et je vais battre le marché? Personnellement, je ne suis pas sûr. Une fois que tu comprends ça, tu te dis, ok, donc là, je suis plus malin que ce système-là. Maintenant, est-ce que je vais réussir vraiment à battre les élites, à battre les banques, etc. Une fois de plus, c'est pas possible. On vous vend le truc de battre le système, battre les banques. Les banques, le système, ils ont mis en place justement des process qui permettent de plier tout le monde. Ils ont les meilleurs cerveaux qui bossent pour eux, ils ont plus de ressources humaines, financières, etc.
tu vas pas pouvoir les battre. Par contre, tu vas pouvoir te servir de ce que eux font pour juste prendre quelques miettes. Tu vois, t'es pas là pour prendre des milliards d'euros, tu es là pour chaque mois prendre 5 000, 10 000, 15 000. Terminé. Grâce à des prop firmes, etc. Bref. Comment tu fais pour te servir de ce que les banques font? Tu lis les bank reports. C'est des rapports de banque qui sont publiés quotidiennement sur lesquels tu as accès à leurs positions. Et souvent, c'est pas du scalping qu'ils font, c'est des positions longues, des positions swing. Et déjà là, en fait, tu prends beaucoup moins de positions. Donc, automatiquement, tu as moins de risques de ruine. Parce que mentalement, quand tu prends 5-6 positions par mois, en lien avec la fondamentale, en lien avec les bank reports, en lien avec l'analyse technique, avec le fait d'aller à l'opposé des traders particuliers, de la masse, déjà, tu as plus de chances de réussite. Là, on a un gars dans notre équipe qui s'appelle Jonathan, c'était le premier membre de Finance Moderne. Il a passé les 110 000 $ de payout sur FTMO. Voilà, il n'y a personne d'autre en France qui fait ça. Et lui, il ne prend pas 15 trades par jour. Il prend 4-5 trades par mois. On vous met en avant une sorte de marketing où il faut être super actif. Le trading, c'est à traiter comme un business, mais il faut être stratégique, il ne faut pas être hyper actif comme dans le business. Dans le business, tous les jours, tu dois te confronter au marché, faire des pubs, faire du copywriting, faire tout ça. Dans le trading, c'est l'opposé. Laisse-les faire des conneries, c'est l'art de la guerre. Laisse-les se cramer eux-mêmes. Et une fois que le prix t'a dit tout ce que tu voulais savoir, que tu es en lien dans le même sens que la fonda, dans le même sens que les rapports de banque, que ton analyse technique, ça colle avec ton trading plan, là, tu peux y aller. Voilà. Donc en fait, ce que vous voyez sur Instagram avec 50 positions par jour, c'est juste pour vous faire griller vos comptes plus vite, parce que plus vous cramez vos comptes, plus les brokers qui b-book en fait gagnent de l'argent. Alors peut-être pour juste expliquer et grossir un peu peut-être les différents termes, donc il y a plusieurs styles de trading. On a le scalping où là on trade sur du court terme, donc à la seconde, à la minute, etc. Ouais. On a de l'intraday où là on va trader à la demi-journée, à la journée. Et on a du swing, des positions qui sont plus sur le long terme. Toi aujourd'hui, ton style de trading du coup c'est plus aujourd'hui je fais plus de l'intraday, mais en partant de position swing. C'est-à-dire que je vais faire mon analyse sur du swing, je vais regarder des grosses zones importantes sur du daily, du H4, du weekly. Et à ce moment-là, une fois qu'on est là-dedans, là je vais chercher des petites entrées sur des positions que je vais laisser tourner 2-3 heures. Donc une session, soit la session de Londres, soit la session de New York. Clôturer 80%, laisser tourner le reste. Si ça va à break-even, je perds rien. Et si ça va à ATP, ça peut courir un moment parce que ça part d'une zone importante de H4 daily. Et je rentre en M1, M5. Ok. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que du coup, ça met en lumière certaines choses. Le métier de trader, c'est en fait, on va dire, surtout un métier de psychologie en fait. Quelque part, tu dois développer... c'est un petit peu, moi j'aime bien faire le parallèle, tu es un sportif de haut niveau parce qu'il faut développer une mentalité que la plupart des gens n'arrivent pas à développer, une certaine discipline également, quoi. Donc, il faut une discipline, ça c'est clair. Après, la psychologie c'est important, mais il y a beaucoup de personnes qui ont un système éclaté et qui se disent ouais c'est à cause de la psychologie. Non, c'est pas à cause de la psychologie, c'est parce que tu comprends rien à ce que tu fais. Tu vois. Et c'est important de comprendre ce que tu fais. Moi avant, pendant longtemps, j'ai fait que de l'analyse technique. Et ça tournait, mais j'avais des grosses variances. C'est-à-dire que j'avais des périodes où je gagnais beaucoup, j'avais des périodes où je perdais. À partir du moment où j'ai lu le livre Market Wizards, The Unknown Market Wizards, là j'ai vu que 90% des gros traders qui perfaient vraiment, ils prenaient en compte la fonda. Et je me suis mis à la fonda et depuis, en vrai, ça enlève un poids, quoi. Parce que tu sais pourquoi tu prends tes positions. Ouais, en plus de l'analyse technique, tu sais que fondamentalement ça colle, tu sais que les institutions sont dans ce sens-là parce que tu as accès à certaines datas, les rapports de banque et autres. Ça te donne les tendances, ouais. Quelque part, l'analyse technique, c'est surtout pour avoir des bons points d'entrée. Ah, exactement. Ouais, exactement. Alors du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, donc maintenant tu es trader, etc. Et donc tu disais donc sur le forex, etc. Mais tu fais aussi notamment, tu utilises le levier des prop firmes du coup. Ouais, j'utilise le levier des prop firmes. Alors maintenant que je suis à Bali, c'est quand même un peu compliqué parce que du coup FTMO vient de bannir Bali. Donc là je suis en train d'essayer de faire enregistrer sur une société française. Apex, j'ai passé tous mes challenges en live sur YouTube. Si vous allez sur mon YouTube, vous voyez FTMO 400 000 en live, MyForexFund 600 000 en live, Apex 500 000 en live. FTMO et Apex ont supprimé l'Indonésie. Donc là je dois enregistrer sur des sociétés françaises et repasser les tests. MyForexFund, ils se sont fait cramer.
Donc là, je suis en train justement avec Jonathan dont je t'ai parlé qui a fait les 110 000 sur FTMO. Je suis en train de voir pour lever des fonds en perso, mais pas des 5 000 euros, 10 000 euros sur des retail. Voilà. C'est pas sur Instagram qu'on essaye de lever des fonds. C'est plus avec des mecs qui ont entre 1 et 10 millions à mettre. Et là, on leur propose entre 20 et 40% à l'année. Ok, donc là où tu fais la gestion de fonds propres. De la gestion de portefeuille. Ok. Voilà. Et donc du coup, là juste pour revenir là-dessus, donc vu que ça a été banni de l'Indonésie, ils t'ont du coup strike. Du coup, les payouts sont pas envoyés, les comptes, tu dois enregistrer une nouvelle identité. Moi avant j'étais en perso, et là maintenant je vais essayer de le faire passer en professionnel sur une société française. Et tu dois repasser les challenges du coup. Et ouais. Elle est pas cool celle-là. Et c'est le business, ils sont là pour gagner de l'argent, donc voilà. Il y a des moments où tu les bats, il y a des moments où ils sont plus malins, et du coup il faut s'adapter. Et tu avais beaucoup financé du coup sur ces différentes profils. Ouais, j'avais 900 000 là. Mais ça va, il y a le bull run, ça va, ça va. Bon, c'est vrai qu'on va repasser ouais. des tests, il n'y a pas de chose. C'est bon. Okay. Et donc du coup, juste le modèle des prop firmes, parce que c'est un modèle toi que tu trouves intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu Je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui se lancent, qui n'ont pas encore le capital pour trader en fonds propres. Moi, à titre personnel, mes fonds propres, je préfère les mettre dans de l'immobilier. Donc dès que je fais de l'argent, je le mets dans de l'immobilier. Et les prop firmes, ça te permet d'obtenir en fait du levier pour trader des plus gros montants. Mais il faut faire très attention, il faut bien connaître les règles. Il y a plein de pièges. C'est un très très bon business à lancer, même si c'est un peu sur la ligne grise. Mais en tant que trader, si tu as un bon risk management, c'est intéressant. Okay. Voilà. Parce que c'est vrai que là, ça fait quelques mois maintenant, mais avant, les challenges n'étaient pas unlimited. C'est-à-dire que c'était un peu joué au casino, quoi. C'est-à-dire que tu avais des périodes données pour passer les tests. Souvent, c'est quoi? C'est entre 5 et 10% qu'il faut faire sur les phases. En 30 jours. C'est vrai que quand tu as 30 jours pour faire ça, c'est quand même un peu... Tu es obligé de prendre des risques. Ouais, tu es obligé de prendre des risques. Donc, une fois que tu es financé, après, il ne faut pas rester sur le même risque. Il faut baisser un petit peu. Mais pendant les challenges, oui, tu étais obligé de prendre des risques. Donc toi du coup par rapport aux prop firmes, tu les utilisais du coup pour vraiment toi avoir plus de capital, pouvoir trader, faire plus de gains, etc. Il y a aussi cet aspect où tu n'utilisais pas n'importe quelle prop firme parce que les prop firmes en général entendent tout et n'importe quoi. En fait j'ai eu une mauvaise expérience avec une mauvaise prop firme qui a pas payé les gens qu'elle devait payer, qui a refusé les comptes parce qu'ils avaient été passés avec des algos alors que normalement ça acceptait les algos. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ok, j'arrête les prop firmes du tiers-monde, tu vois. Genre, je fais des prop firmes FTMO, MyForexFund, genre le top 3. Ouais. Et en vrai, ça suffit largement. Ouais. En vrai, tu as toujours le fantasme de te dire ok, mais si je fais cette prop firme plus celle-là, je vais arriver à 5 millions. Tu n'as pas besoin de trader 5 millions. Tu vois. Genre, trade 400 000 à 1 million proprement et t'inquiète pas que derrière, des investisseurs qui ont de l'argent à placer, tu en as. Ouais. Donc toi, tu préfères le modèle où tu fais de la gestion de fonds plutôt que à terme du coup, plutôt qu'utiliser du coup, avoir plus de à terme, oui. Sur des prop firmes. À terme, 100%. 100% pour plein de raisons, c'est que tu as des contrats qui te lient directement avec l'investisseur. C'est ni l'un ni l'autre n'est en position de force. Alors que les prop firmes sont clairement en position de force aujourd'hui par rapport aux traders. Demain, elles te disent non, on ne te paye pas, elles vont pas te payer. Ouais, tu vois. Donc, puis il y a des conditions aussi du coup à respecter. Oui, et puis il y a plein de règles cachées qui s'ajoutent petit à petit. Donc c'est un business qui est intéressant. Pour commencer le trading, c'est très bien. Pour apprendre à avoir un bon risk management, c'est très bien. Maintenant, voilà, il faut pas faire ça. Tu vas pas faire ta carrière sur des prop firmes. Tu vois. Ouais. Donc pour créer un capital principalement. Ouais. Ok. Et donc toi, ta vision, comme tu disais, c'est par exemple, tu as les prop firmes, tu fais des gains. Bon, déjà, tu t'es formé. Si on commence par là. Déjà, il faut se former. Hein. Déjà, le trading, avant de faire des gains, d'être financé sur les prop firmes et tout, moi, ça m'a mis 2 ans et demi, 3 ans. Le premier financement sur FTMO quand j'étais en Estonie à l'époque. Donc, c'est pour ça que c'est important en parallèle d'investir dans d'autres actifs, que ce soit des business en ligne, que ce soit des cryptos. J'ai toujours fait d'autres trucs à côté. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour te former justement? Comment ça s'est passé? Les trucs qui sont bien passés, les formations, les anecdotes. Les anecdotes, on va parler d'anecdotes. Ben, en fait, très simple, hein. Au début, je me suis formé avec 2 ou 3 formations anglaises. 2 formations anglaises et une formation d'une russe. C'était pas mal, mais en fait, je voulais plus. Et j'ai une copine qui m'a dit « Oh, tu devrais rejoindre ça, c'est trop bien et tout. » C'était un marketing de réseau. J'ai rejoint, j'ai fait 2 semaines, 1 mois, et je suis parti parce qu'en fait, d'un point de vue trading, c'était pas ce que moi je voulais faire. Voilà. Après, marketing de réseau,
Il y a certaines personnes à qui ça réussit. Moi, c'est pas trop ma. Je pense que c'est bien pour quelqu'un qui a jamais fait de business, ça amène un cadre. Mais c'est pas trop mon style de business. Tu vois, c'est pas. C'est beaucoup de débutants. En fait, c'est les extrêmes. C'est soit des vrais débutants, soit des vrais sharks. Et du coup, les débutants se font un peu manipuler par les vrais sharks. C'est vrai. Du coup, c'est peut-être bien pour mettre le pied à l'étrier, mais moi, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà d'autres expériences. Et après, j'ai fait des formations. Je pense en tout, j'ai dû mettre 35 000, 40 000 en formation. Mais par contre, ça m'est arrivé de faire des mois à 100 000, 150 000 euros. Tu vois, pas en Forex. En crypto, j'ai fait des mois à 150 000 euros. En Forex, mon plus gros mois, c'était 50 000 euros. Après, j'ai fait des mois aussi où j'ai perdu 20 000 balles en crypto, où j'ai perdu 15 000 euros en Forex. Voilà, il n'y a pas de... Ce qui compte, c'est sur la big picture, c'est si tu dézoomes, au final, tu arrives à... En fait, tu vis du trading. C'est le long terme. C'est très important de dézoomer et de ne pas se dire il faut que je fasse de l'argent maintenant. Non, c'est prends 5 ans, 10 ans et vas-y petit à petit. Continue toujours de te former. Aujourd'hui encore, je me forme encore. J'ai un bon niveau, mais j'ai besoin de me former. C'est obligatoire. Yes. Et donc aujourd'hui, après tout ça, tu as eu ce parcours où tu as commencé avec les formations, tu t'es formé, tu as eu les profs, ton premier compte financé, etc. Tu as fait de l'argent rentable et donc maintenant, tu formes des gens aussi? J'ai une communauté. Après, je fais pas beaucoup de Instagram, TikTok et tout. La communauté, en fait, si tu veux, on fait de l'immobilier, du business et de la finance, comme moi, quoi, tu vois. Alors, ce que je fais, je l'enseigne à ces personnes-là. C'est une petite communauté, mais une communauté quali. Et ça, c'est très important. Tu vois, j'ai eu des cassos 1 ou 2 fois, ils n'ont pas fait long feu, ils dégagent. Voilà. En fait, c'est pas ils dégagent, c'est je les dégage. Et voilà, non, c'est cool, on fait du trading, on fait de l'immobilier. Il y en a certains qui ont beaucoup d'immobilier en France, qui ont des business en France. Moi, je fais de l'immobilier à Bali. Tranquille. Ok, ça marche. Et par rapport à la vie à Bali, du coup, est-ce que tu peux nous en parler aussi Lourd. Non, c'est bien. En vrai, le seul bémol de Bali, c'est les timings, le décalage horaire en fait par rapport au trading. La session de New York, elle est tard. Et du coup, j'ai eu des périodes où je tradais pas mal la session de New York, je me couchais tard. Et moi, j'aime me coucher tôt et me lever tôt. J'aime vivre au rythme du soleil. Tu vois, genre quand le soleil se lève, je me lève. Quand le soleil se couche, je rentre à la maison, je suis tranquille. Et non, Bali, c'est trop bien. Tu rencontres plein d'entrepreneurs, des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Il n'y a pas cette histoire de jugement comme il peut y avoir en France. Tout le monde est motivé à faire mieux. Il y a des personnes du monde entier. Il y a beaucoup de jolies filles. Il y a beaucoup de très bonnes salles de sport. Tu vois, en vrai, le niveau qualité de vie, c'est fou. Maintenant, que dire, ça se développe très vite. Tu vois, genre Bordeaux, il y a une centaine d'années, c'était que des vignes. Canggu, là où on est, il y a 10 ans, c'était que des rizières. Et là, ça se développe très vite. L'Asie du Sud-Est et l'Asie en général se développent. Bien sûr. En gros, c'est leur 30 glorieuses à eux maintenant. Et du coup, ça va très vite et c'est un peu surprenant parce que c'est le chaos. Ils sont pas organisés, entre guillemets, comme en Europe. Et du coup, tu as de la poussière un peu partout, tu as des constructions partout. Mais ça a un charme, tu vois. Genre, on va voir où ça mène, on va voir si... Parce qu'il y a des vrais challenges d'infrastructure et on va voir comment est-ce qu'ils les gèrent. Mais ça a un charme. Après, faire toute ma vie à Bali, je sais pas, mais venir 6 mois de l'année à Bali toute ma vie, je signe. Tu vois. Ok, carrément. Donc tu es quand même confiant sur le développement et l'avenir de Bali, c'est-à-dire pour garder une qualité de vie comme tu l'as actuellement? Oui, en tout cas d'un point de vue économique, l'Indonésie, ça va devenir le 3e pays en termes de PIB mondial en 2030. Bali, ça attirera toujours les touristes, mais à mon avis, il va y avoir une migration. Ça va être moins de touristes européens, américains et plus du tourisme asiatique. Du coup, ils aiment les beach clubs, ils aiment c'est un tourisme différent. Et il y aura toujours, pour les Européens qui veulent des perles de la nature, l'Indonésie, c'est magnifique. Il y a, je ne sais pas si c'est 20 000 ou 200 000 îles. Je devrais savoir, mais et j'ai fait des voyages en bateau en Indonésie. C'est magnifique. Il n'y a pas que Bali, ou même pas que Komodo, même en bateau, juste traverser de l'Indonésie jusqu'au bout et on s'arrête à droite, à gauche. Et ça fait combien de temps que tu es là? Full time, ça fait 3 ans. Première fois que je suis venu, c'était il y a 12 ans. Donc Canggu, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 8 ans. Autant te dire que ça a changé. Je sais pas si ça a bien changé, mais ça a changé. C'est vrai que rien que d'année en année, nous on est venu l'année dernière, c'est vrai que ça a déjà changé en 1 an, nous on l'a vu concrètement, ça a bien bougé. Les prix j'ai investi à Bali pendant le Covid. Les prix ont doublé, triplé depuis. Et là aujourd'hui, il y a encore plein de constructions qui se font. Donc je me demande, les personnes qui investissent maintenant, comment est-ce qu'elles vont faire du bénéfice. Et puis il y a d'autres endroits à Bali que Canggu. Il ne faut pas oublier que
Uluwatu, c'est magnifique. Nusa Dua, il y a de très beaux hôtels. Et puis c'est un beau pays, tu viens pas ici que pour les beach clubs et ce que tu peux avoir à Canggu. La mentalité, la culture balinaise et indonésienne est belle, je trouve. Moi, ça me plaît beaucoup. Les gens sont accueillants, souriants. C'est des bonnes personnes, en fait. C'est vrai que c'est assez sécurisé. Enfin, je veux dire, tu sais, ils croient beaucoup aussi au karma ou les choses comme ça. Donc ici, tu peux laisser ton téléphone, personne va te voler et tout. Franchement, ça, c'est plutôt ici, cool. c'est très bonnes énergies, très bonnes vibrations, c'est relax. Après, quand tu es dans le business, s'il y a des périodes où tu veux être à fond, en mode charbon à fond, c'est bien d'aller voir ailleurs. Parce que ici, le rythme, tu rencontres beaucoup de gens, tu fais du social, c'est tranquille, il fait doucement chaud. le matin, tranquillement l'après-midi. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Il fait très chaud et du coup, c'est bien d'alterner, tu vois, avec certaines personnes vont à Dubaï, Bangkok, Singapour. Parce que là, c'est des big cities et du coup, tu vois, le rythme, c'est pas le même. À Bali, on est relax, tu vois. C'est ça, puis t'es bien, t'es à 4 heures quand même d'avion de Bangkok, quand même une grande ville, l'énergie elle est complètement différente. Tu peux vraiment te changer comme tu vas J'y faire vais là. Dans 2 jours là. Voilà, J'y retourne dans 2 jours. Je fais 6 mois en gros. 4 mois, 8 mois, ça dépend. Donc mais en fait je pense que c'est ça aussi, et ce style de vie là il est atteignable aussi grâce au trading, ça c'est bien. C'est un peu plus compliqué quand tu as des business en ligne. Si tu as des gens qui gèrent pour toi. Là, c'est-à-dire tu peux, concrètement là tu vas à Bangkok, mais c'est pas parce que tu changes d'endroit que tu vas pas pouvoir continuer à travailler, à faire ton trading, etc. Donc ça c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Après quand tu as des business en ligne, ça va, les mecs que je vois, ils prennent leur ordinateur, ils ont le wifi, tu vois, genre tu peux le faire de n'importe où. Pour moi, après, en fait, il faut pas se limiter. C'est-à-dire que tu peux faire du trading et en parallèle monter un business en ligne. Tu peux faire du business en ligne et en même temps investir, que ce soit dans les cryptos, dans le forex, dans les futurs. Tu vois, une fois de plus, tout est une question de perspective. Il faut pas se diversifier et faire tout à fond, mais tu peux faire un truc à 80% et un autre où juste tu places et t'attends. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, toi, pourquoi du coup tu as choisi le trading et pas autre chose concrètement ? Parce que les cryptos, ça m'a plu. J'ai vu que c'était... En fait, c'est scalable, quoi. Tu vois, c'est scalable à fond. T'as pas besoin d'employés. T'as pas vraiment de limite. Non, en vrai, c'est cool. Quand je vois mes potes qui ont des bises en e-com, le gros bénéfice d'un bise en e-com, potentiellement, c'est l'exit si tu réussis à revendre ta société. Mais le fait de pas avoir besoin d'employés, le fait de pouvoir trader quand tu veux, en fait, tu vois. Ouais, toi t'aimes bien avoir ta liberté, pas forcément avoir à gérer du monde, etc. Pas de clients. J'ai une assistante dans mon équipe et après, c'est pas des employés, c'est des membres de ma communauté avec qui je bosse. Ils bossent pas pour moi, on bosse ensemble. C'est vrai que c'est puissant, ça, une communauté. Quand le mastermind et puis les points de vue qui diffèrent, franchement, c'est surtout dans l'investissement, c'est super intéressant. Puis comme je te disais, c'est des personnes avec qui on partage des valeurs, avec qui on a une vision de la vie qui est similaire et du coup, en fait, ça match. C'est-à-dire que personne n'est obligé de bosser. S'ils veulent amener de la valeur à la communauté, ils le font. Et du coup, on en profite tous. S'ils veulent pas le faire, ben en fait, c'est pas grave, tu vois. Nous, on continuera à apporter de la valeur pour eux. Et non, en vrai, c'est la communauté. Je vais te donner un autre exemple en dehors du business. On a plein de petites habitudes. Demain, par exemple, faire nos courses. Tu vois. On fait nos courses. Demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien à manger dans les supermarchés. Si tu es seul, ça va être la guerre, mec. Si tu as une communauté, tu es prêt pour la guerre. Tu as besoin d'une équipe, tu vois. Truc tout con, en dehors du trading, du business. Mais en vrai, c'est bien d'avoir une petite équipe avec soi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tout change très vite. On pense que tout nous est dû. Tu vois, alors, la liberté et tout. En 2-3 picous, elle était partie, la liberté. C'est vrai, mais carrément. Mais sauf que quand tu as une équipe, c'est pas juste une équipe d'humains, c'est une équipe de connaissances. Tout le monde a des connaissances différentes. Ok, au Mexique, je connais un tel. En Indonésie, je connais un tel. En Thaïlande, je connais un tel. Lui, il peut faire ça pour nous. Lui, il peut envoyer ça pour nous. Bam, on est ensemble. On le dit souvent, your network is your net worth. Le réseau, c'est encore plus important que de l'argent, concrètement. Tout le temps connecté, aller rencontrer du monde. Parce que, on le disait hier d'ailleurs, dans le mastermind qu'on faisait hier, mais une rencontre peut littéralement changer ta vie, tu vois. 100%. À Bali, c'est ça aussi qui est cool, j'ai rencontré 2 mecs super inspirants. Un qui a vendu sa boîte 250 millions de dollars, qui a un des podcasts les plus importants sur YouTube aujourd'hui, en anglais, et un gars qui a vendu sa boîte d'e-com à 50 millions. Et en fait, les deux, c'est l'antipode de ce que tu imagines quand je viens de te donner cette description. Tu te dis, ouais, les mecs, ils doivent être bling bling et tout.
super simple, super humble, toujours dans l'apprentissage, toujours dans l'écoute. Et c'est ce genre de personne avec qui tu veux avoir une connexion. Après, pour moi, faire du network pour faire du network et rencontrer tout le monde et n'importe qui, c'est une perte de temps. Mais par contre, créer des moments où tu tisses des liens et où, en fait, il y a l'énergie et le match, tu sais que demain, si jamais il y a quelque chose à faire, on sera ensemble. Et ça a de la valeur. Ouais, carrément. Alors que aller dans des after-work 3 fois par semaine pour donner des cartes de visite, je trouve que ça fait pitié, tu vois. On est d'accord. C'est pas pareil. Voilà. Ok. Et niveau IMO, est-ce que tu peux me donner un petit peu des chiffres sur ce qui est possible de faire à Bali, peut-être sur toi, tes expériences? C'est quoi les rentas qu'on peut avoir? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont entendu parler du marché immobilier Alors, à Bali. on a parlé du trading. Avant de parler des chiffres de l'immobilier, je vais parler du chiffre du trading. Allez, sur le Forex Futures, ouais. Si vous faites entre 20 et 40% par an, vous faites partie des meilleurs gestionnaires de fonds. Le but, c'est de le faire sur 10 ans, pas de le faire sur un an. Sur les cryptos, par cycle, moi, je vise 10x. Je mets 1000, je veux récupérer 10 000. Je mets 100 000, je veux récupérer 1 million. Voilà. 10x par cycle. Le premier, j'avais fait x5. Le deuxième, j'avais fait x12. Et là, celui-là, peut-être que je ferai plus que x12. On te le souhaite, on te le souhaite. On touche du bois. Et niveau... Donc voilà, c'est des chiffres qui sont... En crypto, c'est exceptionnel, mais en Forex, tu vois, genre 20-40% par an, il y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais faire ça tous les jours, tu vois. Ouais. Hier, on était à un mastermind, le mec me disait qu'il faisait 5% par jour. Bon, ouais. Ok, très bien pour lui, tu vois. Ouais. Alors, mais moi, c'est pas du tout mon approche du trading. Tu mets pas tes fonds là-bas. Non. Niveau immobilier, sous gestion. niveau immobilier, j'avais monté une agence immobilière en France. Première année, galère. Deuxième année, galère. Alors, première année, je crois, je fais 5 000 € d'honoraires. En mode nouveau arrivé en face de la bourse de l'immobilier, Stéphane Plaza, galère. Deuxième année, je passe de 5 000 à 25 000. Et à partir de la troisième année, je faisais 100K tous les ans d'honoraires grâce à des contacts que je m'étais fait et à des ventes de gros biens à des investisseurs. Mais, agent immobilier, mon gars, s'il y a bien un boulot que je déconseille, c'est celui-là. Tu es toujours en concurrence avec énormément de monde. Aujourd'hui, tout le monde veut vendre son truc sur le bon coin. Donc en vrai, genre niveau boulot qui va mourir, là tu es en plein dans le mille. Et du coup, je me suis dit, ok, là j'ai un peu de cash, je vais à Bali, j'investis ce cash et maintenant les projets, je les fais pour moi. Donc super timing. Comme on dit en investissement, je reparle de l'art de la guerre, hein, mais c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut investir. C'est la crise, en fait, c'est triste de dire ça, mais c'est ça qui te permet d'avoir des opportunités en business et en finance, surtout en finance. Pendant le rhume. Du coup, pendant le Covid, là, on a acheté une maison 5 chambres super bien placée à Canggu, à 3 minutes de la Brisa, à 5 minutes de la Brisa pour ceux qui connaissent, sur le shortcut entre Canggu et Pererenan. Pour 21 ans, on a payé avec la réno, les meubles, tout compris 230 000 €. Okay. Là, sur notre première année, elle fait 100 000 sur Airbnb. Okay. 100 000, c'est avant d'avoir payé le staff, la maintenance, parce qu'il y a des saisons des pluies, il faut maintenir, tu vois, la maison dans un superbe état. Il faut payer l'électricité, etc. Une fois que tu enlèves tous ces prix-là, on tombe de 100 000 à 70 000. Donc il y a quand même 30%, tu vois, de charge. Mais 230 000 investis pour 70 000 de rentrer en un an, de fait net, 30%. C'est énorme. 30% net par an. Là, cette année, je pense qu'on va être à 25% net. Entre 20, allez, tout à l'heure, je te disais entre 22 et 25, mais là, non, entre 25 et 30. Ok. L'année prochaine, vu qu'il y a plus de villas sur le marché, peut-être que ça va baisser un petit peu. C'est pas grave. Mais toi, tu auras renta déjà. En fait, à ces rentes-là, de toute façon, 25%, je préfère avoir mon argent dans de l'immobilier à 25% que n'importe. Tu vois, c'est du dur. Demain, je peux y vivre. Demain, c'est une 5 chambres, piscine, jacuzzi. Enfin, voilà. Ouais. C'est bon, quoi. Et pour toi, il est toujours intéressant du coup d'investir à Bali. Peut-être que tu es en train de voir pour investir ailleurs à l'étranger. Alors à Bali, il faut savoir que tu n'as pas accès au crédit. Donc tu es obligé de financer en cash. Donc selon les périodes, selon les cycles de marché, le cash a plus ou moins de valeur. Donc moi en ce moment, je pense que là j'ai commencé un autre projet à Uluwatu parce que c'était une super opportunité. Mais sinon, je pense qu'en ce moment, c'est bien d'avoir du cash. Aujourd'hui, si tu as du cash, il y a quand même pas mal d'opportunités qui risquent de se dessiner sur les 6-12 prochains mois. Donc je pense qu'aujourd'hui, avoir du cash, c'est bien. Parce que investir à Canggu aujourd'hui, non. Tu vois, c'est comme si tu achetais le Bitcoin à 60 000. Tu veux acheter sur des localisations en devenir.
Ou alors, il faut que tu trouves quelqu'un qui a un crédit à payer, qui a besoin de l'argent, qui a la corde au cou. Tu arrives, tu lui amènes le cash, tu lui dis ok, je prends à ce prix-là. Il dit oui. Bien sûr. Parce que s'il ne paye pas rapidement son crédit, il va se faire saisir le bien. Donc, il préfère. Voilà. Mais ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que sur les formations immobilières en France, on est tout gentil et tout. Non. Si tu veux avoir les meilleures opportunités, il faut savoir utiliser les mêmes stratégies que les banques utilisent et tout. Et ça, c'est ça. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans le monde réel. Ouais, et aujourd'hui, peut-être que c'est toi qui es agressif, mais demain, si tu es dans une position de faiblesse, ce sera les autres qui seront agressifs envers toi. Donc en fait, il faut avoir cette vision de... c'est la guerre, tu vois, c'est le business. C'est-à-dire que si tu n'as pas les bonnes compétences, les bonnes connaissances, tu vas te faire bouffer. Donc tu as intérêt de bien t'entourer, d'avoir une bonne communauté. Tu as intérêt d'être au courant de ce qui se passe économiquement et de te protéger. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 200 000, 300 000 euros en banque en France, si demain ça pète, il est mort. Il est mort. Investis. Garde un peu de crypto, un peu d'immobilier, de la formation, du business, investis. Donc aujourd'hui, toi Hugo, tu es en place, tu as déjà plusieurs business, tu as des choses qui tournent, tu as de l'investissement immo, tu as des cryptos, tu as un business en ligne, etc. C'est quoi le prochain milestone? C'est quoi tes objectifs si tu es OK pour les partager? Et qu'est-ce que tu as envie de faire à terme en fait? À terme, ce serait de monter un fonds. De monter un fonds à terme, mais un vrai fonds, pas un truc de copy trading. Voilà. Alors, un vrai fonds, une vraie structure, avec en partenariat avec des institutions. Mais ça, c'est pas de suite. Là, je sais très bien qu'aujourd'hui, si on commence, on va peut-être avoir 1 ou 2 associés investisseurs pour qui on va gérer de l'argent. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore la structure et les épaules pour faire un fonds. Donc ça, il y a du taf encore. Qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour faire un fonds? C'est du financement, c'est peut-être des acteurs, donc des traders? Non, les traders, dans la communauté, on est 3 ou 4 sur qui je sais que je peux compter. Ce qui manquerait, c'est de la crédibilité auprès des institutions. Parce que tu n'arrives pas dans une banque, dans un fonds d'investissement, en leur disant voilà, on va gérer votre argent, on a tradé sur FTMO. Non, il faut des track records de 2-3 ans. Donc là, on est en train de bosser là-dessus. Et je pense dans 2-3 ans, on aura des trucs solides. Parce que c'est super intéressant, c'est vrai. Est-ce que tu peux expliquer peut-être le process, je pense que tu le connais du coup, pour monter un fonds d'investissement de A à Z, c'est-à-dire parce que là tu nous parles du coup qu'il faut des track records, alors, bien montrer sûr, des résultats sur... Les track records, en fait, c'est pour les investisseurs, c'est pas forcément pour monter le fonds. Mais monter le fonds, déjà, il faut connaître la loi, savoir dans quel pays tu veux le faire. Parce que ça varie. Si tu montes ton fonds d'investissement en France, par exemple, tu vas avoir besoin d'être certifié AMF, d'avoir plein de certifications. Après, ça, c'est la manière... si tu es en France, c'est intelligent. Moi, je suis pas en France. En Indonésie, tu as des certifications aussi à avoir. Aux États-Unis... Après, en fait, c'est comme... Il faut être malin. Demain, est-ce que tu veux monter un fonds d'investissement ou est-ce que tu veux plutôt avoir 10 associés avec qui tu ouvres 10 sociétés différentes et dans lesquelles, en fait, eux, ils font l'apport financier et toi, tu fais la gestion. C'est une solution aussi d'avoir entre guillemets, un fonds. Une holding qui détient 10 sociétés avec des associés. Les investisseurs amènent de l'argent au capital de la société et toi, tu fais la gestion de la société. Ouais, donc c'est on va dire une forme subtile pour faire une activité de... Je suis pas avocat, je suis pas fiscaliste, mais je sais qu'il y a des investisseurs que ça ne dérange pas d'avoir 50% de parts dans une société avec un pacte d'associés qui est carré pour faire de la gestion d'actifs. Ouais, donc en gros, pour expliquer, pour grossir tout ça, il y a parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée, comme on en parlait hier, pour créer un fonds d'investissement, les licences, les agréments, etc. Il y a des formes juridiques aujourd'hui qui permettent de le faire d'une certaine manière, sans justement le financement, sans les agréments, etc. qui vont avec. Par exemple, tout simplement, tu peux regarder aux États-Unis la D Corp. C'est une sorte de société qui permet d'avoir des investisseurs qui rentrent au capital. D Corp. Ok. Après, j'ai pas eu plus d'informations, j'ai pas fait plus de recherches que ça sur la D Corp. Mais c'est quelque chose que j'ai vu passer plusieurs fois et qui est conseillé par certaines personnes sur YouTube. Une fois de plus, les gens qui donnent des conseils sur YouTube ne sont pas forcément les bonnes personnes. En termes de fiscalité, par exemple, il y a beaucoup de fiscalistes sur YouTube qui racontent n'importe quoi. Donc si tu veux monter un fonds, toi qui regardes cette vidéo,
il faut que tu aies déjà 300 à 500 000 euros à investir dans ce fonds, je pense, de base. Et un très bon avocat fiscaliste qui te conseille, genre, professionnellement, quoi. C'est pas à l'arrache que tu fais ça. Ouais, la fiscalité, c'est vraiment... Enfin, c'est pas un truc qui est généralisé, quoi. Ouais. C'est au cas par cas. C'est vrai que c'est assez particulier, ouais. Donc ouais, niveau objectif, c'est ça, potentiellement monter un fonds d'ici 2-3 ans, tu vois, commencer tranquillement, petit à petit, à faire des contacts dans ce milieu-là, et puis petit à petit à monter. Ok. Et sinon, continuer l'immobilier à Bali. Enfin, moi, en fait, je kiffe ma vie, quoi, tu vois. Ouais, donc, tu t'es bien comme ça. voilà, tranquillou. Continuer à développer mes business, à développer les projets que j'ai un peu à Bali, un peu ailleurs, et voilà, tranquillement. Ok, ça marche. Et par exemple, là, tiens, c'est très bien, on va prendre le parallèle et l'exemple concret. Alexandre, tu vas justement commencer à te pencher sérieusement sur le trading et te former, etc. Exactement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut démarrer dans le trading? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Alex, là, aujourd'hui? En fait, d'avoir une vision long terme. Déjà, tu te dis que les 6 premiers mois, c'est juste de la formation. Tu vas même pas toucher un graphique. Alors, en réel, tu vas pas mettre 1 euro sur les graphiques. Tu vas avoir 6 mois où tu vas bosser 1h30, 2 heures par jour. Avec un suivi, genre quelqu'un qui te suit. Et ensuite, tu vas commencer à t'entraîner sur des free trials de propres firmes. Okay. Et normalement, au bout d'1 an, tu seras en mesure d'être financé si tu fais le taf correctement. Ok. Voilà. Donc 6 mois de formation sans si c'est tous les jours, que c'est une bonne formation, que tu as une communauté sur qui te reposer, ouais, en 6 mois, ça peut, tu peux commencer à savoir de quoi tu parles. Ok. Et après, au bout d'1 an, tu es financé sur une propre firme, par exemple, tu commences à potentiellement... Tu peux avoir un petit compte à 100 000 $ en gestion et faire tes 2, 3, 4% par mois, tu vois. C'est une source de revenus complémentaire. Ouais. Mais en plus de faire de l'argent, entre guillemets, tu vas mieux comprendre l'économie et ce qui se passe dans le monde. Ouais. Et parce que c'est lié. Et du coup, forcément, ça va t'aider dans tes prises de décision, dans tes business, dans tes ventes de parts de business, dans tes achats ou reventes d'immobilier, à quel moment, à quel prix, pourquoi, dans quel pays. Pourquoi est-ce que tu garderais de l'argent en dollars sur tes comptes bancaires alors que tu pourrais avoir carrément, tu vois, bah oui. de l'arbitrage comme ça. Et moi, ce que je trouve très sexy avec le trading, c'est que déjà, ça t'apprend vraiment à toi, self-control. Tu maîtrises toi-même, tu es face à toi-même. En fait, c'est toi contre toi plus que jamais. Et au-delà de ça, c'est aussi une compétence que tu peux garder à vie. C'est-à-dire que tu sais faire de l'argent avec de l'argent depuis n'importe où avec Internet, un ordinateur, téléphone. Ouais, et puis alors ça déjà, c'est 100%, je suis totalement d'accord avec toi. Mais surtout que là, tu parles de trading. Il y a 80% par exemple des Français vont à un moment ou à un autre investir dans des actions, dans de la crypto, etc. C'est intéressant de savoir lire un graphique. Alors peut-être pas d'être un trader, tu vois, genre top 1%, etc. Mais juste de savoir ce que ça veut dire, que font les banques, pourquoi est-ce que cette monnaie-là monte, pourquoi est-ce que cette monnaie-là, il y a des taux d'intérêt qui baissent, qu'est-ce que fait la banque centrale, etc. Tout ça, c'est très important, tu vois. Ouais, c'est comprendre un peu aussi dans le monde dans lequel on vit, des choses qu'on n'apprend pas forcément, qu'on nous apprend pas. En fait, le truc, c'est que tu vois, regarde, les personnes qui sont contre le système capitaliste, ils font quoi? Ils mettent des putains de gilets jaunes, ils vont bloquer les ronds-points, quoi. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas, mec. En fait, vaut mieux que tu comprennes l'économie, le système bancaire, et déjà, tu seras 10 fois plus efficace qu'aller bloquer un rond-point. Tu vois. Carrément. En fait, il faut le comprendre. Il faut pas le combattre, il faut le comprendre. Ouais. Moi, je suis pas forcément pour la société de surconsommation, la junk food, tous ces trucs, tu vois, le TikTok toute la journée. C'est pas des choses en fait qui, pour moi, ça abaisse la vibration des humains. Ouais, bien sûr. Mais en fait, du coup, je vais faire quoi? Je vais me mettre en baba cool à Bali, tu vois, fumer des pétards toute la journée. Il faut pas être dans l'extrême non plus, quoi, en fait. Tu vois, non, en fait, c'est juste, il faut être malin. Il faut, ok, c'est comme ça que ça marche, je m'adapte, tu vois. Il faut s'adapter, il faut être capable de s'adapter. Carrément. Et aujourd'hui, il y a plusieurs solutions aussi pour avoir une certaine indépendance, même financière, etc. Le trading, je pense que ça en fait partie pour ceux qui s'en donnent les moyens. T'en penses quoi justement du trading en 2023? Parce qu'on en a parlé rapidement, mais je veux dire, c'est quoi pour toi l'avenir du trading si on parle mainstream un peu? Parce que c'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, c'était très peu connu, c'était pas aussi accessible. Là, maintenant, tout le monde peut se prétendre trader. Non, mais ça c'est des bêtises que tu vois en ligne. Tout le monde ne peut pas se prétendre trader. La plupart des gens que tu vois parler de trading, c'est des clowns. Ils comprennent rien, ils font du copy trading, ils copient des signaux, ils te vendent des algorithmes, c'est des robots qui font des martingales. C'est une énorme farce, ce marché.
Voilà. C'est l'activité, à mon avis, la plus dure qui existe, le trading. Ouais. Tu vois. Carrément. Donc, l'avenir du trading, c'est quoi? C'est une très bonne question. Très dur, parce que d'un côté, en fait, pour moi, l'avenir du trading, c'est vraiment les extrêmes. C'est soit tu prends du simple, efficace, et en tant qu'humain normal, tu vois, comme toi et moi, alors, on peut avoir une chance en faisant de l'économie, en faisant de tout ce que j'ai expliqué plus tôt. Ou alors, mais en fait, c'est pas l'avenir, c'est juste continuer à survivre, tu vois. Ouais. Ou alors, l'avenir du trading, c'est quoi? C'est l'opposé. C'est des algo trading haute fréquence qui font du machine learning, qui apprennent du marché en temps réel. Et ça, c'est pour réussir à coder. Ça, c'est pas accessible, en fait. Ouais, bien sûr. Et ceux qui te font croire que, ouais, on a le nouvel algo machine learning, c'est pas accessible aux gens comme nous. C'est-à-dire que si tu as ça, demain, tu vas avoir un fonds d'investissement, tu lui vends pour des dizaines de millions. On a des algos chez Finance Moderne on en a un là qui est terminé. Il fait entre 3 et 6% par mois en low risk. Tu vois, donc déjà c'est des belles stats. Mais en drawdown, il y a 25% de drawdown max. C'est-à-dire que sur les 3 dernières années, il y a eu une phase où on est descendu à moins 25% du compte. C'est des belles stats, mais tu vois, il y a encore du progrès à faire. Et j'aimerais, normalement en juillet, le développeur il m'a dit que normalement en juillet 2024, il pourra baisser de 25% à 5%. D'accord, ok. Donc drawdown, pour expliquer... Avec des stratégies de sortie. Drawdown, c'est une baisse du compte. C'est-à-dire que tu as des positions, imaginons tu as 100 000 $ sur un compte, 25% de drawdown, ça veut dire que ton compte descend à 75 000 avant de remonter. Une perte latente, quoi. C'est une perte latente, exactement. Et là, l'algo qui devrait être terminé en juin-juillet 2024, du coup, lui, il aurait 5% de drawdown mensuel et il ferait entre 5 et 10%. Et c'est un membre de la commu qui l'a développé. C'est intéressant, c'est très sexy. Mais par contre, c'est un gros développeur. Et franchement, quand il m'a envoyé ses stats, ça faisait plusieurs fois qu'il me disait « J'espère qu'un jour on pourra faire quelque chose ensemble. J'espère qu'un jour tu mettras mon algo en avant et tout. » Quand il m'a envoyé les stats, le tracking et tout, j'étais là « Mec, c'est quoi que tu nous sors là ?» Et il me dit « Non, c'est pas terminé, il y a encore des trucs à modifier. » Donc on verra. Mais comme je dis, tu vois, c'est... Ça, si on l'a, on va pas le mettre à disposition de monsieur tout le monde. Bien sûr. C'est directement en gestion de fonds, direct. Votre objectif, c'est de le revendre par la suite ou de l'utiliser peut-être pour ton projet de fonds d'investissement? En fait, vu que c'est pas moi qui le code, ça, c'est pas moi qui ai la décision là-dessus. Tu vois. Alors, même si on est partenaire là-dessus, c'est lui qui l'a codé, c'est son bijou. Donc après, moi, je pourrais le conseiller sur ce que je pense être meilleur parce que j'ai plus d'expérience que lui à ce niveau-là. Mais c'est pas moi qui dirais ouais, on le vend ou on le met en location parce que tu as le risque aussi de si jamais tu le vends à des coins de fonds ou tu le mets en location à des fonds qui soient analysés et exploités et du coup qui ne fonctionnent plus. Tu vois, et ça c'est quand même des choses à en prendre en compte. Voilà. Et du coup l'avenir du trading c'est la survie hein. toujours pareil, il faut être malin. Les bull runs là, mon but là sur le prochain bull run c'est de faire quelques gros coups. Continuer le trading forex, voilà, toujours pareil quoi. Ça pour le coup ça c'est constant. Ça, c'est constant. Constante dans tes revenus grâce à une compétence que tu as acquise après plusieurs années. Ça c'est cool. Et ça je pense que c'est intéressant. Ok. Alors pour toi ça prend combien de temps aussi on va dire en termes de temps, parce que c'est vrai que aujourd'hui avec tout ce qui est dopamine rapide, TikTok, machin et tout, bref, tout le monde croit que c'est rapide, on devient millionnaire à 21 ans, tout se fait très rapidement, etc. Toi, de ton expérience, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et revenir un peu sur terre, quoi, ça met combien de temps aujourd'hui pour devenir rentable en moyenne? Chaque expérience est différente, mais en trading, pour toi, ça prend combien de temps, tu vois? En fait, c'est hyper dur de... Par exemple, j'ai un pote, Joseph, il a rejoint Finance Moderne il y a 3 mois. Il vivait à Lacano avec moi il y a 15 ans. Tu vois. On s'est recroisés à Bali par hasard. Il s'est mis au trading. 3 mois après, il est financé 300 000 $. Mais sauf qu'il est financé, pourquoi? Parce qu'il a compris mes entrées en 1 minute. Donc il est rentable, mais par contre, en termes de compréhension du marché, de l'économie, etc., il n'est pas au point. Donc parce qu'en 3 mois, il est bon pour entrer en 1 minute et sortir. Mais si je le mets sur un autre instrument financier, il ne va pas savoir exactement pourquoi il fait ça. Donc c'est plus le côté fondamental qui lui manque peut-être aujourd'hui, comprendre même compréhension de l'analyse technique. Et il est très bon en entrée et sortie en 1 minute sur du scalping. Mais par contre, pour sa vision globale et la compréhension du marché, c'est pas ça. Parce que ça fait pas longtemps. À côté de ça, il y a Jonathan, là, ça fait 3 ans qu'il trade.
les mecs qui sont financés, souvent ils se font financer entre le 6e et le 12e mois. Parce qu'après, il y a aussi une énorme partie qui abandonne dans les 2 premiers mois, tu vois. Bien sûr. Parce qu'ils voient que ça ne matche pas. Ou alors ils mettent de côté, ils reviennent un peu plus tard. Tu vois. Ouais. Ok. Ouais, ça marche. Et d'autres questions, Alex? Écoute, de toute façon, je pense qu'on est dans les temps. Je sais pas s'il y a un truc que toi tu voulais aborder, de toute façon ça sera coupé, mais... Non, Après, on peut peut-être te donner de la force, Hugo. Est-ce que tu peux peut-être faire ta petite pub, t'en profites, tes réseaux, tout ça? Carrément. Si vous voulez voir ce que je fais, les gars, allez sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Finance Moderne Hugo Nafa. Je fais pas beaucoup de com, mais j'ai quand même un joli petit portfolio. J'ai mentoré Ulysse Stif, j'ai les plus gros payouts sur FTMO du YouTube Game français. Je suis le seul à avoir passé mes challenges en live en l'annonçant à l'avance. Et puis voilà, je suis naturel, c'est-à-dire que moi tu me captes dans la rue, je vais te parler pareil que ce que je te parle maintenant, il n'y a pas de superflu, donc tranquille. Voilà, si vous voulez apprendre le vrai trading, les gars, foncez chez Hugo. Un des vrais trading, il y a d'autres manières d'être rentable, mais je pense que le mien est... En tout cas, on a une belle communauté, donc si vous avez des bonnes vibes, que vous n'êtes pas des gros tocards qui pensaient devenir millionnaires en 6 mois, voilà, vous êtes les bienvenus, quoi. Le tout c'est une question d'énergie, donc tranquille, quoi. Yes. C'est ça, moins de 10% avec le code pas de tocard. Voilà, le code pas de tocard, c'est carré. C'est bon. Je sais pas si les gens ils vont avoir peur ou... Non, mais c'est bien. Mais t'as raison, c'est cool. Non, mais je leur dis juste, tu vois, genre, au moins c'est clair, parce que niveau trading, sur tu vois, Telegram et tout, tu vois ce qui tourne, ça fait peur, quoi. Faut faire la communication bien filtrée, en fait c'est clair, tu vois. Et puis c'est clair. ta personnalité. Si t'es prêt à bosser, si t'es cool et tout, genre moi si c'est des gens avec qui je suis amené à bosser tous les jours, à parler tous les jours, en fait, alors si je t'aime pas, j'ai pas envie de te parler, tu vois. Genre, je vais pas faire d'efforts, tu vois. Et je vais, tu vois, genre finance moderne, c'est pas ça qui me fait manger, tu vois. Donc genre c'est cool, mais je veux kiffer aussi. Les gens avec qui je bosse, genre je kiffe bosser avec eux, tu vois. D'ailleurs, par rapport à ça, finance moderne, tu veux le garder longtemps? C'est quoi ta vision? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en vrai, là j'ai un des membres actifs qui fait des lives tous les jours pour la communauté, qui va peut-être devenir associé, pour justement que moi j'ai plus de temps sur le fond, etc. Ok, ouais. Donc moi faire de la formation, c'est pas... La communauté c'est cool, maintenant j'ai rencontré des super personnes, j'ai pas envie, tu vois, d'être connu spécialement. C'est-à-dire que là ça me fait plaisir de faire ce podcast avec vous. De temps en temps un petit podcast c'est cool. Mais genre je suis pas en mode oh putain il y a combien de likes, il y a combien d'abonnés, tu vois. Alors si je voulais faire ça, j'irais à Dubaï, je louerais des Ferrari, je montrerais les nanas avec qui je suis ici, tu vois. Oh les gars, tu vois, en mode red pill, tu vois, genre, non, c'est pas ça, tu vois. C'est pas le but, c'est pas ma vision. Yes, je vois. Mais ceux qui le font, c'est leur choix, tu vois. Je vais pas les juger, c'est du business. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est pas personnel, c'est du business. Moi, c'est pas ma manière de faire du business. Et je sais que c'est pas optimal. Si je voulais gagner plus, c'est ce que je devrais faire. Mais tranquille. Chill. Je comprends. Bally vibes. En tout cas, Bally vibes, mon gars. Coconut, surf, sunset, voilà, c'est différent. C'est clair. Ouais, c'est pas la même qu'à Dubaï. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous les gars. C'était grave cool, super conversation, je pense autour du trading, de pas mal de choses. Beaucoup de plus. Et voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas de votre côté, l'audience. Tripoli. Et ouais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dites-nous aussi ce que vous en pensez. Et puis on va mettre aussi les réseaux de Hugo et Finance Moderne notamment pour que si vous voulez aller check. Et puis voilà les gars, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Cool. Et les gars, regardez des podcasts mais éteignez la télé, ils vous racontent que des conneries. Allez, à plus. Allez, à plus. plus. Sur ces belles paroles.